Anecdotes raconte. Christophe Ondelatte. Au panthéon des tueurs en série américains, celui dont je vais vous raconter l'histoire est de catégorie premium. Il s'appelle Israel Keyes et on lui a collé le doux nom d'American Predator. Pour vous dire à quel point il était tordu, il planquait des kits de meurtriers dans tous les États-Unis, au cas où il en aurait besoin un jour. Armes, sparadrap, cordelettes, une pelle pour creuser des trous, prêt à servir. Je tire ce récit d'un livre américain publié en France aux éditions 10-18, American Predator, de Maureen Callahan. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Je peux vous dire qu'il fait froid, ce soir du 1er février 2012, à Anchorage, en Alaska. Un froid de queue, comme tous les soirs en hiver, dans ce territoire de l'extrême nord des États-Unis. Il est 20h. Ça fait 3 heures déjà que le soleil est allé se coucher. Ce soir, Dwayne a rendez-vous avec sa petite amie, Samantha Koenig. Elle a 18 ans, elle est encore au lycée, et le soir elle est serveuse au Common Ground, un tout petit coffee shop, une cabane en vérité, posée sur le bord de la route. Ce matin, elle lui a dit « Tu viendras me chercher, hein, Dwayne? Je finis à 20h. Le temps de fermer le café. Tu m'attends sur le parking ?» Eh bien, il y est, justement, sur le parking. Un peu inquiet parce que tous les deux, ils se sont pas mal clashés, aujourd'hui par SMS. Hey, ça fait 9 mois et demi qu'ils sont ensemble. Normal qu'il y ait des cris. Et donc, il est sur le parking. Mais le problème, c'est que le coffee shop est déjà fermé. Plus une lumière allumée à l'intérieur. Et Samantha n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle m'a dit de venir la chercher, elle rentre toute seule. Putain, c'est pas vrai, quoi. Et donc, le petit copain Dwayne rentre chez lui. Et à peine arrivé, il reçoit un SMS de Samantha. Va te faire foutre. Je sais ce que tu as fait. Je vais passer quelques jours chez des potes. J'ai besoin de réfléchir. C'est normal. Préviens mon père. Et quand il lit ce SMS, Dwayne se dit, c'est pas elle qui l'a écrit. Il la connaît. Elle n'écrit pas comme ça. Alors du coup, ça l'inquiète. Il appelle le père. Elle n'est pas rentrée demain matin. J'irai voir la police. Le lendemain matin, la première chose que font les policiers, c'est d'aller au café. Et là, ils tombent sur la serveuse qui fait l'ouverture. Vous connaissez Samantha Koenig? Oui, bien sûr. Je peux vous dire que ce matin, j'en ai après elle. Ah bon? Et pourquoi? Bon, d'abord, elle est partie sans rien ranger hier soir. Et surtout, elle a vidé la caisse. Comment ça, vider la caisse? Bah, elle a tout pris. Il reste plus $1. Je la pensais pas capable de ça. Hein. On peut jeter un coup d'œil? Bien sûr. Bah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On jette juste un coup d'œil. Aucune trace de bagarre. Il y a un bouton d'appel d'urgence, mais il n'a pas été activé. Je vois que vous êtes équipé de caméras vidéo. On pourrait avoir accès aux enregistrements? Je pense que oui, mais il n'y a que mon patron qui peut faire ça. Je vous donne son numéro. Les policiers d'Anchorage reçoivent les images en fin d'après-midi. Le coffee shop est tout petit, il n'y a qu'une caméra placée à l'intérieur. Avance. Cale-toi à 20h, c'est l'heure de la fermeture. Stop.
Sur les images, on voit un client en train d'entrer juste avant la fermeture. Il commande un café, Samantha va le préparer, et quand elle revient vers le client, on la voit lever les mains en l'air, le visage paniqué. Et puis elle va éteindre la lumière, et elle revient. Et là, elle se met à genoux devant l'homme dont on ne voit que la silhouette. Manifestement, il a une arme à la main. Et puis on la voit se relever, aller vers la caisse, prendre tout ce qu'il y a dedans et tout donner à l'homme. Mais c'est après que ça devient très inquiétant. Malheureusement, à cause du manque de lumière, l'image n'est pas de très bonne qualité. Et regarde, il se penche sur elle. On est d'accord, il lui ligote les mains dans le dos. Ouais, j'ai bien l'impression. Et juste après, on le voit la relever et la faire sortir du café. La suite, les policiers la découvrent grâce à la caméra extérieure d'un magasin qui est juste à côté. L'homme la force à monter dans un pick-up blanc et il disparaît dans la nuit. Les images terrifiantes d'un enlèvement. Samantha Koenig a été kidnappée. Quand il apprend ça, le père organise un grand rassemblement sur le parking. 200 personnes sont là, dans le froid. Des amis de Samantha, mais pas que. Des tas de gens d'Anchorage aussi, qui ne la connaissent pas. Je voudrais envoyer un message aux ravisseurs de ma fille pour les supplier de nous la rendre vivante et vite. Je sais que je peux compter sur la mobilisation de la police, mais de mon côté, je vous propose de nous mobiliser sans attendre. Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Votre soutien est très précieux. Et donc, il fait imprimer des affiches avec 3 photos de Samantha. Il offre 41 000 $ à qui livrera des informations qui permettront de retrouver sa fille. Trois semaines plus tard, rebondissement. Le petit copain Dwayne reçoit un nouvel SMS émis depuis le téléphone de Samantha. Panneau de Connors Bog Park, sous la photo d'Albert. Elle est si jolie. Il appelle tout de suite les policiers qui se précipitent sur place. À l'entrée du parc, il y a un panneau. Dessus, il y a une affichette qui signale la disparition d'un chien nommé Albert. Et juste en dessous, agrafé, il y a un sac en plastique. Les policiers l'ouvrent. Dedans, il y a des photos de Samantha, des polaroïds, qui la montrent avec une drôle de tresse dans les cheveux. Et puis il y a un petit mot. Bon, alors voyons, il demande une rançon de 30 000 $. Il dit qu'il a la carte bancaire de Samantha, qu'il n'y a qu'à déposer l'argent sur son compte et qu'il retirera l'argent dans des distributeurs dans d'autres États que l'Alaska pour pas être identifié. $30 000, c'est pas énorme. Et donc, en concertation avec le FBI, le père de Samantha verse 5 000 $ sur le compte de sa fille. Et on attend. Oh les gars, ça y est, il vient de faire son 3e retrait. Il a pris 500 $ à chaque fois. Et toujours dans des distributeurs d'Anchorage. Il est toujours dans le coin. Il n'a pas quitté l'Alaska. Les banques étaient dans le coup, elles ont prévenu la police, mais à chaque fois,
la police est arrivée trop tard. Dans les jours qui suivent, rien. Le compte en banque reste inactif. Les prélèvements reprennent le 7 mars. Il a quitté la ville. Le premier retrait est effectué en Arizona, le suivant au Nouveau-Mexique, puis 2 autres au Texas, dans 2 villes distinctes. À chaque fois, vous vous en doutez, la police collecte les images des caméras vidéo des distributeurs. Zoom encore, là. Il a un masque, le con, impossible de l'identifier. Merde. Ouais, mais regarde. On voit sa voiture. On voit pas l'immatriculation, mais bon, c'est déjà ça. C'est une Ford Focus blanche, à mon avis. Écoute, on va diffuser l'image au collègue dans tout le pays, puis on verra bien ce que ça donne. Et ça donne. Le 13 mars, une patrouille autoroutière du Texas arrête une Ford Focus blanche pour un excès de vitesse. On l'a arrêté par rapport à votre signalement. Et ce qui nous fait penser qu'on s'est pas trompé, c'est que le conducteur a un permis de conduire qui a été émis en Alaska. Et vous avez fouillé la voiture ? Oui. Ça va encore plus vous intéresser. Parce que dans la voiture, on a trouvé un pistolet. Et la carte bancaire, le téléphone portable et le permis de conduire d'une certaine Samantha Gunning. On a aussi trouvé les vêtements et le masque filmés par les caméras des distributeurs. Bingo! Énorme coup de chance dans cette enquête. Parce que chercher une Ford Focus blanche dans tous les États-Unis, honnêtement, c'était chercher une aiguille dans une botte de foin. Et là, le ravisseur de Samantha s'est fait arrêter pour un excès de vitesse. Le gars s'appelle Israel Keys, 34 ans, né à Richmond, dans l'Utah, inconnu des services de police. Je vous repose la question, Keys. Que font le téléphone, la carte bancaire et le permis de conduire de mademoiselle Samantha Koenig dans votre voiture? Je vous dis que je les ai trouvés. C'est tout. Son domicile à Anchorage est perquisitionné. Et on y trouve un pick-up de marque Chevrolet qui est le même que celui qui a été filmé sur le parking du coffee shop. C'est lui. Il n'y a aucun doute. Mais où est Samantha ? Les enquêteurs du FBI débarquent au Texas où l'homme a été arrêté. Ils n'en tirent rien de plus que les policiers du coin. Mais à la fin de l'interrogatoire, son avocat fait une promesse. Laissez-moi un peu de temps. Je vais essayer de le convaincre de vous raconter ce qui s'est passé. Israel Keys est de retour face aux policiers quelques heures plus tard. Je vais vous parler. Vous inquiétez pas. Mais avant, je voudrais vous demander 2 ou 3 choses. Je voudrais un café allongé, hein. Et puis un cigare. Et puis une barre chocolatée au beurre de cacahuète. Voilà, monsieur, à votre service. Et maintenant? Eh bien maintenant, il faut l'écouter. Et c'est pas facile à entendre. La fille, je l'ai ramenée chez moi. Je l'ai ligotée, je l'ai enfermée dans mon abri de jardin, parce que à la maison, il y avait ma femme et ma petite fille. Moi, je n'avais pas besoin de savoir. Ensuite, je me suis servi 4 ou 5 whisky, oui, bien tassés. J'ai fumé un gros cigare. J'ai mis la musique à fond, hein, pour que personne ne m'entende. Et puis, je suis allé dans l'abri de jardin, et je lui ai donné un peu de plaisir, quoi. Elle pouvait gueuler tout ce qu'elle voulait. Personne ne pouvait l'entendre.
Alors après, je suis retourné au coffee shop. J'avais oublié de prendre son téléphone et sa carte de crédit. Et puis je suis rentré, je lui ai redonné un petit coup, comme ça, pour prendre un peu de plaisir, quoi. Une dernière fois. Pourquoi est-ce que vous dites une dernière fois? Eh bien parce que le lendemain matin, je l'ai étranglée. Après, je lui ai donné 2 coups de couteau pour qu'elle soit bien morte. Vous voulez dire qu'après que vous l'ayez étranglée, elle n'était pas morte? Oui, oui, elle était morte. Mais les coups de couteau, c'était juste pour qu'elle soit bien morte, quoi. Il vient de raconter tout ça sans la moindre émotion, ni le moindre regret. Eh bien, vous l'avez, votre monstre, hein? Vous l'avez. Vous savez, personne ne me connaît, ni ne m'a vraiment connu. Personne ne sait rien sur moi. On vous dira des choses qui n'ont rien à voir avec ce que moi je vous dirai. Je suis 2 personnes différentes. Et le seul à savoir les choses que je vous raconte, c'est moi. Depuis combien de temps êtes-vous 2 personnes différentes, comme vous dites? Oh, depuis très longtemps, je dirais 14 ans. « 14 ans? Alors ça veut dire qu'il a probablement fait d'autres victimes. Et le corps de Samantha, alors, où est-il? Dites-moi, je voudrais un autre café allongé. Et une barre chocolatée aussi. On les lui donne. Et il enchaîne. Je l'ai mise dans une caisse. Et vous la trouverez dans mon abri de jardin. Très bien. On va y aller. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Oh j'ai réveillé ma femme et ma fille. On avait prévu des vacances sur un bateau à la Nouvelle-Orléans. On y est allé. Voilà. Et vous êtes revenu quand? 15 jours plus tard. Avec le froid, le corps de la petite avait complètement congelé. Alors je l'ai décongelé, je l'ai coiffé, je l'ai maquillé, et j'ai fait des photos avec un Polaroid. Vous les avez trouvées à propos, les photos? Oui. Et après, qu'avez-vous fait du corps? Ça, je préfère vous le dire moi-même. Car le corps de Samantha, il l'a découpé à la hache. Il est allé sur un lac gelé. Il a fait un trou, comme les pêcheurs, vous savez. Et il a glissé les morceaux dans le trou. Mais pas tout. Et là, il s'est dit, ça fait un bon appât. Alors, il s'est lancé dans une petite partie de pêche. Et le soir, il a ramené le poisson chez lui et il l'a mangé. Et il est venu comme ça pendant 3 jours, avec les restes de Samantha, pour appâter le poisson. J'en ai raconté des horreurs dans ma vie de raconteur de crimes. Mais des comme ça, jamais. Ce Keyes est l'un des plus grands psychopathes de l'histoire humaine. Dans les jours qui suivent, on va fouiller le lac de Matanuska. Et avec un petit robot sous-marin, on retrouve les restes de la pauvre Samantha. Et on les remonte, un par un. Vous avez remarqué que le procureur ne donne pas son nom, car Keyes leur a proposé un deal. S'il vous plaît, ne donnez pas mon nom, c'est pour ma femme et pour ma fille, vous comprenez, je veux pas qu'elle souffre. Et comme les policiers pensent qu'il en a tué d'autres, et qu'ils espèrent qu'il parle, alors ils ont accepté.
Sauf que lui, maintenant, il a d'autres préoccupations. C'est important, ça. Je veux pas être condamné à perpétuité, vous voyez? Je veux être condamné à mort. Vous entendez? À mort. Et je veux que ça aille vite. Je veux que ça soit plié dans l'année. Même si je sais très bien que les cons sont capables de ne pas me condamner à mort. Putain de pays. Effectivement, sur ce coup-là, il risque d'être déçu. La peine de mort a été abolie en Alaska. En revanche, s'il a fait d'autres victimes ailleurs, ça peut peut-être se faire. Le 7 avril 2012, Keith fait savoir qu'il veut parler. Eh bien, parle, rat d'égout. J'ai bien réfléchi, je vais vous donner 2 corps. 2 corps et un nom. Et le nom, c'est Currier. Bill et Lorraine Currier. Mari et femme, 50 ans tous les deux, disparus l'année dernière à Essex dans le Vermont. Et pourquoi eux, Keith? Pourquoi? Pour vous dire vrai, je les ai un peu choisis par hasard. Mais choisis pourquoi? Pourquoi? Mais pour prendre mon pied. Il raconte qu'il a repéré leur maison, un soir, qu'il a vu qu'ils n'étaient pas tout jeunes, qu'ils n'avaient pas de chien. Il a commencé par sectionner la ligne téléphonique. Il avait peur qu'il y ait une alarme. Il a cassé le carreau de la porte d'entrée avec un pied de biche. Et il s'est dirigé vers la chambre. Oh, on se réveille tous les deux. Il y a tonton Israël qui est là. Il les a attachés au lit. Il leur a demandé où ils planquaient leur argent. Il a aussi ramassé les bijoux, les médicaments et leurs cartes bancaires. Et à ce moment-là, la bonne femme a voulu s'enfuir. Heureusement que je l'ai rattrapée. Et là, il leur a attaché les mains dans le dos. Il les a amenés tous les deux au garage. Et il les a collés dans leur propre voiture. Et après, je les ai amenés dans une ferme. Une ferme que j'avais repérée. Il y avait écrit « à vendre » dessus. Comme ça, moi, j'étais sûr de ne pas être dérangé. Il a mis Bill dans la cave et Lorraine dans une chambre à l'étage, où il l'a bien attachée au lit. Ah, puis il y avait son idiot de mari, là, qui arrêtait pas de gueuler dans la cave, là. « Lorraine, Lorraine !» Alors je suis descendu avec ma carabine. Pam ! Je lui ai réglé son compte. Et après, continuez. Et ben après, je suis allé me fumer un petit cigare, tranquille. Et après le cigare, ben je suis remonté dans la chambre. La femme, je lui ai donné un petit peu de plaisir. J'ai pris mon compte aussi, rassurez-vous. Et après, ben le temps de me remettre, j'ai recommencé. Et puis je l'ai étranglée. Je l'ai pas tuée. Hein. Elle a juste perdu connaissance. Ça veut dire qu'elle est vivante? Bien sûr que non. Je l'ai descendue à la cave. Bah, je voulais qu'elle soit avec son mari. Et puis je l'ai étranglée avec un serre-câble. Jusqu'à ce qu'elle soit morte, là, pour le coup. Et après, il a mis les 2 corps dans des sacs poubelles. Et il est parti. En se disant, personne ne les retrouvera jamais. Et de fait, depuis, on ne les a pas retrouvés. Les policiers du Vermont sont envoyés sur place. La ferme a été rasée, figurez-vous.
Bonjour madame. Est-ce que vous savez où ont été entreposés les gravats de la ferme qui a été détruite à côté? Oh bah, à la décharge, je pense. On retourne à la décharge pendant 2 mois et demi et on ne trouve rien. Ce que Keyes a raconté aussi pendant ses aveux, c'est que pour tuer ces deux-là, il n'a pas eu besoin de logistique. Bah, j'avais planqué un kit de meurtre dans le coin, il y a 2 ans. Un kit de meurtre. Qu'est-ce que c'est? Oh bah, tout ce qu'il faut pour tuer, une arme, des munitions, des pelles, des cordelettes, du ruban adhésif, enfin, tout ce qu'il faut pour tuer des gens et se débarrasser de leur corps. J'avais mis tout ça dans un seau, il y a 2 ans. Et là, quand j'en ai eu besoin, ben, je l'ai déterré, quoi. Et vous en avez caché ailleurs, de ces kits de meurtriers, comme vous dites? Ah ben oui, dans plein d'états. C'est commode, vous comprenez, vous n'avez pas besoin de vous déplacer avec tout le matériel. Il en a tué beaucoup d'autres, c'est sûr. Mais qui, quand, où, il ne le dira pas aujourd'hui. Alors grâce à ses comptes en banque, son relevé de téléphone, son journal intime aussi qu'on a retrouvé chez lui, les policiers décident de reconstituer son parcours à travers les États-Unis ces 14 dernières années. C'est-à-dire à partir du moment où, comme il l'a dit lui-même, il est devenu 2 personnes différentes. Ils ont collé au mur une grande carte des États-Unis et en fonction de ses déplacements, ils ont identifié 5 terrains de jeu possibles. En Alaska, dans l'État de Washington, au Texas, dans l'Illinois et dans l'Indiana. Et il l'interroge. Est-ce que tu as tué quelqu'un ici? Est-ce que tu as tué quelqu'un là? Ah, mais j'ai pas du tout envie de parler de tout ça. Dites, vous auriez pas un cigare? Il veut un cigare? On lui en donne. Et pour le chouchouter, il a même droit tous les matins à un plateau avec le New York Times, du café et toutes les sucreries qu'il veut. Tant qu'il parle, il aura tout ce qu'il veut. Bon, on se résume. Ce type a pas de victime type, puisqu'il tue aussi bien une adolescente de 18 ans qu'un couple de 50 ans. Et puis ce que j'ai remarqué, c'est que dans les 2 crimes, à chaque fois, tu verras ça sur le relevé de son portable, il a coupé son portable. Et il a retiré la batterie. Autrement dit, ça veut dire que si on remonte l'historique de son portable, à chaque fois qu'il a coupé son téléphone, il est susceptible d'avoir commis un crime. Et il a souvent coupé son téléphone. Autre chose, il semble qu'en parallèle, Keyes soit un braqueur. Chez lui, on a retrouvé pas mal d'argent liquide et notamment des billets marqués d'encre, ce qui laisse penser qu'ils sont issus d'un braquage. Pendant toutes ces années, vous avez braqué des banques, Keyes? Si j'ai braqué des banques? Mais bien sûr que j'en ai braqué. Faut bien vivre. Vous avez été arrêté au Texas, Keyes. Vous avez braqué une banque récemment au Texas? Oui. Oui, à Hazel. Oh, j'ai pris un joli petit pactole. Alors, les policiers se font remonter les vidéos de ce braquage. Regarde, c'est lui là, avec le casque de chantier. Eh bien, figure-toi que la veille de ce braquage, il y a un type qui s'appelle Jimmy Tidwell qui a disparu pas très loin de là. Et c'est un électricien. Et il avait justement un casque de chantier identique à celui-là. On peut donc imaginer que c'est lui qui l'a tué. T'as des photos de ce Jimmy Tidwell? Oui, bien sûr, je vais en trouver. Dans ton souvenir, il a les cheveux longs, châtains, un peu bouclés, ce gars-là? Oui. Pourquoi tu me demandes ça? Eh ben parce que regarde bien les images. Sous son casque, Keyes a des cheveux châtains, longs et bouclés. On est d'accord? Oui, et alors? Et alors,
Alors les policiers se disent que c'est peut-être le scalp de cet électricien que Keyes porte sur la tête. Dites-moi, Keyes, on a visionné les vidéos du braquage que vous avez commis au Texas. Vous aviez de drôles de cheveux. C'était une perruque? Bien sûr que non. Ce sont de vrais cheveux. Vous les avez achetés? On n'a pas besoin d'acheter de vrais cheveux pour se procurer des vrais cheveux. Vous êtes amusant. Ça a l'air de l'amuser beaucoup, tout ça. Mais ce jour-là, il ne va pas plus loin. En avril 2012, Israel Keyes est expertisé par un psychologue judiciaire, le docteur Ronald Rush. L'entretien dure plus de 6 heures. Keyes est né dans l'Utah, deuxième d'une famille miséreuse de 10 enfants. À cette époque-là, toute la famille vit dans une cabane, sans eau courante, sans électricité et sans chauffage. Il a 5 ans quand sa famille déménage à Colville, dans l'État de Washington. À ce moment-là, ses parents se rapprochent d'une église qui s'appelle l'Arche. Enfin, une église. Disons plutôt une milice antisémite et adepte de la suprématie blanche. Dès que j'ai su lire, j'ai dû apprendre tous les versets de la Bible par cœur. Vous savez, docteur, j'ai grandi entouré de gens bien. Ah oui. Ils étaient gentils les uns avec les autres. Tout était idyllique. Et vous, à cette époque-là, Keyes, vous avez des épisodes de violence? Ouais, disons ce qu'on pourrait appeler... moi, je dis des pulsions sombres. Expliquez-moi. Eh bien, par exemple, à 14 ans, je considérais comme normal et acceptable des choses que personne, strictement personne, ne semblait accepter. D'accord. Vous pouvez me donner un exemple? Oui, bien sûr. On avait un chat à l'époque. Cet idiot fouillait dans les poubelles. Alors je l'ai attaché à un arbre, je lui ai tiré dessus. C'était drôle parce qu'il n'est pas mort tout de suite. J'ai bien ri ce jour-là. Et il raconte au psy qu'un jour, il a dit à son père qu'il ne croyait pas en Dieu. Et que du coup, son père l'a fichu dehors. Et là, je suis allé m'installer dans l'Oregon. Vous diriez que ça s'est aggravé pour vous, à ce moment-là? Disons que je reconnais que j'ai eu beaucoup plus de pulsions violentes. Vous pouvez me donner un exemple? Par exemple, à Mapping, dans l'Oregon, j'avais 19 ans, je pense. Je m'en suis pris une fille. Je sais plus comment elle s'appelait, Léna ou Léa, un truc comme ça. Alors je l'ai amenée dans les toilettes, je l'ai attachée, et je lui ai donné du plaisir. J'avais décidé de la tuer, mais bon, elle m'a parlé, elle m'a convaincu de la laisser repartir. Je peux vous dire que dans les années qui ont suivi, je m'en suis vraiment voulu de pas l'avoir tuée. C'est la première et la dernière fois que j'en ai laissé une vivante. Conclusion du docteur Rush. Keyes est un psychopathe. Merci, on s'en doutait. Depuis que les policiers ont passé un deal avec lui, on ne balance pas ton nom et en échange tu nous parles, ils ont réussi à établir un climat de confiance avec Keyes. Ils en sont sûrs. À coups de cigares et de café allongés, il va finir par balancer la liste complète de ses victimes. Sauf qu'un jour, une télévision locale du Vermont, Channel 3 News, balance son nom à l'antenne. Selon nos informations, un certain Israel Keyes
serait impliqué dans la disparition et le meurtre de Bill et Lorraine Currier, disparus l'année dernière à Essex. Ils viennent de balancer son nom. Et c'est un tournant dans cette enquête. Pour Keyes, c'est une trahison. Je dois vous dire que je suis un peu énervé. Je vous ai dit, dès le départ, qu'avant de vous donner l'emplacement de ces corps, le public devait rester à l'écart. Et la première chose que vous faites, c'est de me donner en spectacle. Et maintenant, ils vont faire des reportages. Et ma famille va être au courant. C'est pas bien ce que vous avez fait. C'est pas nous, Keyes. C'est pas nous qui avons fait fuiter cette info, je te jure. Admettons. Mais qu'est-ce que vous pourriez me proposer maintenant en échange d'informations? Rien, hein? Si, peut-être la peine de mort. Non, en fait, hein? Même ça, vous ne pouvez pas me le promettre. Le contact est rompu. À partir de là, un bras de fer s'engage. Keyes, dites-nous au moins de combien de victimes on peut parler. Moins de 12. Il nous faut des noms, Keyes. Oh ben vous avez brisé le pacte et vous voulez des noms? Je vous les donnerai pas. C'est de votre faute. Donnez-nous au moins quelques meurtres. Il réfléchit longuement, et sans donner de nom, il finit par avouer son premier meurtre, en 2001, dans l'État de Washington. Et dans la foulée, il en avoue 2 autres, un couple, toujours dans l'État de Washington. 3 plus 3, à ce stade, ça nous fait 6 victimes. Et alors c'est à cette époque que j'ai eu une petite fille, avec ma petite amie de l'époque. Oh ben ça a pas mal changé la donne, hein, pour moi, parce que à partir de là, moi j'ai décidé de ne plus m'en prendre à des enfants. Normal, hein? J'étais quand même devenu père. Ce qui voudrait dire qu'avant la naissance de sa fille, il a tué et violé des enfants. Mais qui? Quand? Où? Il ne veut pas en dire plus. Dans les semaines qui suivent, à force d'insistance, il balance 2 autres meurtres, mais toujours sans donner les noms. Ça l'amuse de jouer au chat et à la souris avec les policiers. Je ne sais pas si vous connaissez le lac Crescent, à Washington. Eh bien, un jour, dans les bois tout à côté, j'ai rencontré quelqu'un. Je l'ai mis sur le bateau, et puis je l'ai tué. Il est très profond, ce lac, il doit faire entre 150 et 200 mètres de profondeur. Je crois que personne n'a jamais vu le fond. Mais qui? Quand? Ah ben, il refuse toujours de le dire. Au total, il parle de 5 victimes dans l'État de Washington, plus Samantha Koenig, plus les époux Currier, en Alaska. Eh ben, ça fait 8. Et il ajoute un 9e meurtre en 2009, sur la côte Est, sans en dire plus. Bon, j'ai fouillé son ordinateur. En 2009, il était en contact avec une certaine Debra Feldman, qui est portée disparue depuis. Donc, si tu veux mon avis, c'est elle sa 9e victime. Hein. Les policiers lui montrent la photo de cette Debra Feldman. Il explose. Je ne veux pas parler de ça. Enfin! À l'automne 2012, Israel Keyes a été interrogé 25 fois depuis son arrestation. Il a avoué 9 meurtres, mais en donnant si peu de précision qu'aucun corps n'a été identifié. La seule chose qu'on ait retrouvée, c'est l'un de ses kits de meurtrier près de Miami, en Floride. Et plus les jours passent, plus il se referme comme une huître. Il parle de moins en moins. Il refuse de balancer d'autres meurtres, et encore moins de donner les noms des victimes des meurtres qu'il a déjà avoués. Et voilà qu'un jour, il fait une tentative d'évasion de la prison d'Anchorage où il est détenu. Heureusement, il n'arrive pas à s'enfuir.
Sa cellule est fouillée et on y retrouve une lettre adressée à son frère. Une lettre dans laquelle il écrit « On ne peut pas me condamner à mort ». Il écrit ça comme un regret. Et on retrouve aussi dans sa cellule un nœud coulant qu'il a confectionné avec ses draps. Faut qu'on fasse attention. Hein. Ce type veut être condamné à mort. Faudrait pas qu'il se suicide. Hein. Sage réflexion. Le 30 novembre 2012 a lieu le 26e interrogatoire d'Israël Keith. Une fois de plus, les policiers réclament des noms, des lieux, des dates. Et une fois de plus, ils les baladent. Je ne vous dirai rien. Si. Je peux vous avouer un truc. J'ai tué des gens, j'ai fait des braquages, j'ai fabriqué des explosifs aussi. Avec de la poudre à canon. C'est ma spécialité, je suis assez bon là-dedans. Des explosifs. Mais pourquoi faire ? Je voulais détruire des églises. Puis finalement, je ne l'ai pas fait. Le lendemain de cet ultime interrogatoire, aux alentours de 22h, Israël Keith se tranche les veines du poignet avec une lame de rasoir. Et pour être sûr de mourir, il se pend avec une corde confectionnée avec ses draps. Quand les surveillants entrent dans sa cellule, c'est trop tard. Viens voir. Regarde sur le mur. Avec son propre sang, il a dessiné 12 crânes. Et juste en dessous, un message. We are one. Nous ne faisons qu'un. Et sur un autre mur de la cellule, toujours avec son sang, il a écrit un mot énigmatique. Belize. Alors, est-ce que les 12 crânes représentent 12 victimes ? Ou est-ce qu'il en a tué d'autres ? On ne sait pas. On ne saura jamais. La seule chose qu'on comprend, c'est qu'à force de réclamer la peine de mort qu'il n'obtiendrait jamais, il se l'est octroyé lui-même. J'ai tiré cette histoire du livre de Maureen Callahan aux éditions 10-18, American Predator. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.